Autre thème qui est ressorti des questions, c'est la thématique de l'éducation des enfants en particulier. Plus précisément, la question était posée autour du développement de l'enfant et son autonomie. Est-ce que tu as une vision, une approche des âges euh, est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier? Alors oui, bien sûr. Donc sur ce thème-là, euh, il y a différentes phases de rupture. Euh, je pense qu'il est bon d'avoir en tête et notamment qui du coup ont une incidence sur la démarche éducative quelque part, à savoir que après le processus de grossesse, donc nous avons notre première naissance et notre première rupture avec le corps maternel qui est souvent considéré en Occident comme étant le moment où le cordon cette expression toujours qu'on entend même en psychologie, couper le cordon, donc rupture avec le corps maternel. Mais en réalité, je pense qu'il est bon de rappeler que la véritable rupture avec le corps maternel naturel n'est pas au moment où on coupe le cordon à la maternité, il est au moment du décrochement du placenta en fait. Et si notre naissance était faite de façon plus naturelle qu'il n'est pratiqué le plus souvent, en tous les cas en maternité, le plus souvent, pas tout le temps, normalement, donc, l'enfant sort, il est toujours relié par le cordon au placenta, et ensuite, donc, arrive le moment de la délivrance où le placenta, qui est un organe à la fois constitué de tissu maternel et de tissu embryonnaire, donc va se décrocher, qui est l'organe par lequel l'embryon d'abord et le fœtus est nourri par le corps maternel. Et ensuite, donc dans certaines cultures, après le décrochement du placenta, on garde le placenta pendant un certain temps, quelques jours, et ensuite on attend la nécrose du cordon naturel, et on considère comme absolument essentiel de ne pas séparer l'enfant du placenta pendant les premiers moments de sa naissance. Je pense qu'il y a là-dedans quelque chose de très sage euh, qui est du registre de la conscience, c'est-à-dire que effectivement ce premier moment de rupture avec le corps maternel nécessite certains égards et beaucoup d'attention en conscience justement, et que il est nécessaire qu'il soit beaucoup plus progressif, euh, naturellement progressif, euh, et que cette première rupture est fondamentale. Elle conditionne beaucoup de choses. La deuxième rupture, évidemment, dans une naissance la plus naturelle possible, la mère va allaiter son enfant. Nous sommes des mammifères, donc nous allaitons nos enfants. La mère va allaiter son enfant et le temps de l'allaitement devrait, s'il était naturel, être entre 1 an et 2 ans, voire plus, dire certaines personnes. Je ne suis pas, d'une part, une spécialiste parce que je n'ai pas allaité, d'autre part, ce n'est pas mon travail. En revanche, dans ce que j'ai pu observer des mémoires individuelles et collectives, je dirais que au-delà des 2 premières années, ça me paraît étrange et pas trop, euh, pas trop Nécessaire. nécessaire. Après, il peut y avoir des cas particuliers, je n'en sais rien. Donc, Mais c'est très rare quand même aujourd'hui d'allaiter plus de 6 mois. alors, c'est très rare aujourd'hui compte tenu du mode de vie entre guillemets moderne. Après, dans le cadre de mamans qui cherchent à avoir un retour à une maternité plus naturelle et plus saine, on trouve des femmes qui allaitent leurs enfants plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois plus. Donc voilà. Alors après, ce qui se passait autrefois et ce qui se passe dans d'autres régions du monde où la natalité est plus importante, c'est que l'allaitement d'un enfant est arrêté par la venue d'un autre enfant. Ce qui n'est pas le cas chez nous avec un tel rythme. Mais Et les nourrices alors? Il y a aussi des cultures dans le monde où il y a
où il y a des femmes qui nourrissent tous les bébés du clan. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît naturel énergétiquement qu'un bébé D'être se nourri nourrisse par un... ouais, du lait d'une autre maman, quoi, d'une autre femme Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur cette question, en ce sens que je n'ai pas été en contact concrètement avec des cultures où il y a ces pratiques-là, donc je ne peux pas avoir d'avis reposant sur un ressenti, sur un ressenti. sur un contact. Voilà, ce serait plus une idée. Et, voilà. Donc dans les expériences qui sont les miennes, en fait, je dirais que en gros, l'allaitement naturel, en tous les cas dans nos contrées et dans notre culture, je le vois aux alentours de 1 à 2 ans. En gros, dès que l'enfant commence à marcher quelque part, il y a quelque chose qui bouge dans ses énergies, et notamment, évidemment, naturellement, dans son lien au corps maternel, puisqu'il n'est plus dépendant du corps maternel pour son rapport à l'espace. Et donc, quelque part, le sevrage évolue aussi en fonction de l'acquisition de sa motricité. Donc, en gros, 1 an et demi à la louche, on va dire entre 1 an et 2 ans, arrive à peu près le moment du sevrage. Dans l'idéal, je dirais que c'est quelque chose qui est ressenti par la mère. Dans les accompagnements que je peux avoir, j'encourage beaucoup les mamans qui allaitent leurs petits au-delà de la première année à être vraiment à l'écoute de leur ressenti, de à quel moment elles sentent qu'elles en ont marre. Et que leur idéal de maternité ne supplante pas à ce moment-là leur véritable ressenti, qui est un ressenti de rejet. Mais que par moralité ou par idéal maternel, la mère peut... Oui, donc il ne s'agit pas forcément d'écouter l'enfant, il s'agit de s'écouter soi-même en tant voilà. que maman. Donc que la mère peut ne pas écouter jusqu'au bout. Donc je dirais que dans les jeunes mamans que j'ai pu accompagner sur ce registre-là, je les ai plutôt encouragées à être vraiment attentives à leurs ressentis et à ces ressentis de rejet qui à un moment donné elles en ont marre. Et il suffit de regarder les animaux, vous regardez une chatte avec ses chatons, quand elle commence à en avoir marre, elle les envoie bouler les chatons en fait, elle ne veut plus les avoir à ses mamelles. Donc voilà, donc dans le corps féminin, il y a ça à un moment donné, et donc qui est à écouter. Même si l'enfant est demandeur, à un moment donné se pose le bon moment du sevrage, et c'est à la mère d'être vraiment bien à l'écoute. Donc deuxième rupture avec le corps maternel, avec le sein maternel, donc c'est le moment du sevrage. Deuxième grande rupture naturelle. Ensuite, donc, la troisième rupture que j'ai pu observer, elle est, je dirais, aux alentours de l'âge de 7 ans, je dirais entre 7 et 8 ans, on va dire, globalement, je dirais vers 8 ans. Vers 8 ans, ça doit être fait. Et vers 8 ans, normalement, si nous n'étions pas une culture aussi involuée dans le rapport à l'enfant, je dis pas l'éducation, mais dans le rapport à l'enfant, où l'enfant est devenu une focalisation d'attention, il doit être la source de joie au foyer, il doit être la source de la réalisation dans la parentalité, il doit être... J'ai eu plein de pression en fait, l'enfant. Il subit énormément de pression, et surtout cette accumulation d'attention, de surattention en fait, est au détriment quelque part, même lorsque les vocations sont saines, éducatives, etc., trop d'attention, est au détriment de son autonomie quelque part. À savoir que très naturellement, et il suffit de regarder comment ça se passe chez les animaux, en fait, c'est en étant libre de son évolution physique, en étant le plus libre possible de ses expériences, et en prenant des risques, surtout. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important de rappeler ça, en fait. On supprime, on sécurise, on sursécurise les enfants, on culpabilise les parents qui ne sécurisent pas assez leurs enfants, c'est des mauvais parents, et de ce fait, on retire la possibilité que les enfants fassent des expériences, des véritables expériences, c'est-à-dire où la notion de danger est là, et dans laquelle on forge et sa force, et son unité, et son autonomie. Donc, on va dire que de ce que j'ai pu observer,
À partir de, alors je dirais entre 7 et 8 ans, globalement, ça dépend des enfants, mais à la louche, à 8 ans, un enfant devrait avoir l'autonomie nécessaire pour pouvoir même potentiellement quitter son foyer. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de relation avec sa famille, ni avec ses parents, ça veut dire juste, je ne sais pas, dans certains endroits du monde, les enfants sont obligés parfois d'aller habiter chez d'autres parents pour pouvoir aller à l'école, etc. Et à 8 ans, c'est certain, un enfant devrait avoir tous les éléments pour pouvoir aller à la rencontre du monde en quittant son foyer. Sans que ce soit... C'est pas non plus l'autonomie totale, mais... sans que ce soit traumatisant. Et j'insiste, ça peut être une autonomie totale. C'est-à-dire que très sincèrement, alors après, ça n'est plus une nécessité dans nos registres de vie, dans nos références, hein, mais à 8 ans, un enfant, potentiellement, a tous les moyens d'assurer sa survie. Absolument tous. Et je suis sûre que tu mets un enfant même plus jeune, à 6 ans, un enfant tout seul dans la nature est capable d'assurer sa survie. J'en suis absolument convaincue. S'il est passé par les bonnes étapes avant, peut-être aussi. Oui, s'il est passé par les bonnes étapes avant, et puis je ne sais pas, après, dans des conditions extrêmes, il n'y a qu'à regarder les actualités, les conditions extrêmes ne manquent pas, je suis sûre que des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans sont tout à fait capables d'assurer leur survie, survie physique et survie sociale. On ne leur donne pas cette maturité, et c'est un très gros travers de notre culture, de ne pas leur accorder cette maturité à cet âge-là, car elle est potentielle, elle est là, et on devrait les encourager à prendre des responsabilités qui, culturellement, on considère ne sont pas de leur âge, mais beaucoup de responsabilités peuvent être prises à l'âge de 8 ans, dans le sens d'une autonomie, et pas forcément au détriment de sa dimension d'enfant. On infantilise les enfants dans notre culture, et ça c'est dramatique, car en infantilisant les enfants, on leur retire leur force. Et on leur retire leur force sous prétexte de préserver leur enfance. On leur retire leur force, et je le vois beaucoup au niveau de ce que j'appelle le rythme vital. C'est une des questions qui a été, que j'ai vue dans la liste des questions que certaines personnes ont posées. Dans mon travail, que ce soit dans les consultations individuelles ou dans le travail de groupe, je soulève tout le temps le fait que le rythme vital est trop bas. Qu'est-ce que j'entends par rythme vital? Il s'agit donc de l'énergie qui se trouve, de l'énergie de vie, donc qui se trouve ce que certains appellent le deuxième chakra, c'est notre énergie de création également. Et cette énergie vitale, elle a un rythme, une pulsation imperceptible. Et ce rythme-là, cette pulsation est quelque part la base même de notre vraie force, c'est-à-dire notre capacité d'adaptation, notre capacité à rebondir en toute situation, et donc notre capacité de création. Lorsque le rythme vital est trop bas, notre capacité de création ne peut pas être mise en œuvre très concrètement en dimension de conscience. Donc ceci est très dommageable. Nous privons, à force de trop d'attention, quelque part, nous privons le collectif de nos enfants d'une force et d'un rythme vital, et donc on les appauvrit énergétiquement. Et ça, je le vois, et il suffit de voyager. Je ne suis pas une très grande voyageuse, mais j'ai quand même suffisamment voyagé pour avoir été tout à fait impressionnée au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça m'a laissé une vive impression de voir le rayonnement des enfants dans des pays où ils ont peu de choses, ils peuvent souffrir, ou en tous les cas, la culture peut souffrir d'une forme de pauvreté, éventuellement même légère malnutrition, et pourtant énergétiquement, une présence, une force de présence, un rayonnement, et en général les gens sont sensibles à leur sourire, mais c'est un sourire global en fait, c'est une présence à soi, et souvent les gens rentrent de certains voyages en disant mais c'est quand même incroyable, ces enfants ils ont rien, ils sont mal vêtus, voilà, mais c'est quand même incroyable le sourire qu'ils ont. Et ça, c'est quelque part, c'est la cohérence de soi en fait. C'est-à-dire ces enfants, on ne les étouffe pas
par une surattention parentale, une surattention familiale. Voilà, ils font des expériences, ils ont des formes d'insécurité, ils sont pas suraccompagnés, et ils ont une énergie vitale, un rythme vital, une présence, et aussi une réalisation en dimension de création à leur âge, qui nous montre en miroir combien nos enfants en âge dès la maternelle, et je le vois dès l'âge de 4 ans en fait, sont réellement dramatiquement appauvris. J'aimerais voir beaucoup plus de cette vitalité à la sortie des maternelles. Donc on a vu plusieurs étapes de rupture dans l'enfance. Donc il y a la rupture avec le placenta, il y a la rupture avec le sevrage du lait maternel. On vient d'évoquer la rupture autour de l'âge de raison, où l'enfant devrait pouvoir être autonome. Et du coup, quid de l'adolescence en fait? Quel rôle ça joue dans le développement d'un enfant? Alors effectivement, donc la rupture avec le placenta, le sevrage, on va dire première phase de maturité, donc autour, je le dis à la louche, autour de l'âge de 8 ans, mais ça, on va dire entre 6, voilà, autour de l'âge de 8 ans. Et nous devrions donc avoir des rites de passage pour marquer ces différentes phases, et car notamment au moment de la maturité sexuelle, c'est le moment de quitter le foyer quelque part. Chez les animaux, donc c'est le moment où l'animal va changer de territoire, chercher un autre territoire, source d'alimentation, source de partenaires sexuels, et assurer la pérennité de l'espèce par la reproduction. Donc, à partir du moment où la maturité sexuelle se manifeste, nous devrions marquer ceci par un rite, et c'est le moment de quitter avec tout ce qui touche au foyer, c'est-à-dire la notion de papa, de maman. Et je pense qu'il serait sain d'introduire dans nos cultures le fait de ne plus appeler nos parents papa, maman, bien qu'il reste notre père et notre mère avec ce lien particulier qui touche à notre enfance et qui est une fonction, mais nous n'avons plus de papa et nous n'avons plus de maman à partir du moment où on est en âge de maturité sexuelle. Donc je pense qu'il serait très sain à ce stade-là de marquer ce passage par le fait d'appeler nos parents par leur prénom, tout en leur gardant leur rôle de père et de mère dans notre histoire. Et le fait d'appeler ses parents par leur prénom marque le fait que je suis, à partir de ce moment-là, un adulte comme toi, même si je n'ai pas la même maturité, et c'est ce en quoi tu restes mon père et ma mère dans la richesse de nos échanges, mais nous sommes à terrain d'égalité dans le domaine de l'adulte en fait. Et ça, je pense que... Alors si le moment de la maturité sexuelle paraît un peu vague, à quel moment on peut considérer que c'est le moment de la maturité sexuelle, et que dans notre culture, notamment chez les filles, c'est marqué par le moment des menstruations, mais une jeune fille peut avoir ses menstruations à 11 ans par exemple, et ça peut paraître tôt dans notre culture pour considérer qu'une jeune fille à 11 ou 12 ans est considérée dans le rang des adultes. À ce moment-là, dans notre culture, je pense que ça pourrait être introduit à l'âge de la majorité, c'est-à-dire à 18 ans. Et donc marquer cette majorité qui est socialement reconnue, comme étant aussi familialement reconnue, et à ce moment-là, de rentrer dans le monde de l'adulte, et à ce moment-là, de ne plus avoir un rapport à son parent en tant que papa et maman. Je peux l'entendre du point de vue de moi, d'enfant de mes parents. Et paradoxalement, je me dis que c'est eux qui pourraient, qui pourraient en souffrir en fait, que je commence par les appeler par leur prénom. Alors que c'est moi l'enfant. Oui, oui. Après, ça fait partie des choses que je suggère dans le cadre de mon accompagnement, que maintenant un nombre certain de personnes ont appliqué, et tous les cas de figure existent, c'est-à-dire
des parents et des enfants qui témoignent combien ça a été un moteur de transformation constructive dans la relation, de leur filiation, et d'autres pour lesquels certaines personnes ont rencontré une résistance tenace, ou voire même un refus d'un ou des deux parents d'être appelés par leur prénom. Alors, dans ce cas-là, maintenant tout à sa place, c'est une proposition d'une part. D'autre part, ce que j'ai parfois suggéré, c'est au moment où c'est l'enfant qui prend cette décision, et que c'est pas une décision commune puisque ça n'est pas couramment pratiqué dans notre culture, je pense qu'il est utile d'avoir une transition verbale, de discuter avec ses parents et de dire, bah voilà, moi je pense que ça serait bon pour moi et pour nous et pour notre relation. Ceci n'en retire rien à l'amour que je vous porte. Vous restez mes parents et je vous aime. Tu restes ma mère et je t'aime. Tu restes mon père et je t'aime. De poser ces termes, je t'aime. Et du coup de rassurer le parent sur le fait que c'est pas parce que on décide en conscience de l'appeler par son prénom pour marquer une autre maturité dans la relation que je renie mon père ou ma mère. Tu as, tu as évoqué le rôle de la mère dans la petite enfance, euh, le placenta, enfin la naissance, l'allaitement. Euh, T'as pas évoqué le père, pas trop évoqué le père jusque-là. Quel est le rôle qu'énergétiquement tu penses devoir être dévolu au père? Est-ce qu'il a un poids plus important à certaines étapes de l'éducation de l'enfant? Alors, dans les familles, j'ai pu constater, je vais répondre un petit peu plus large que ta Ouais. question, parce que du coup, ça me fait penser à certaines choses qui peuvent être utiles d'être verbalisées, ou le fait que je les verbalise peut amener à réflexion. En ce sens, je pense que c'est peut-être utile. Nous avons donc dans notre culture occidentale, et notamment depuis ma génération quelque part, dans les couples, se manifeste souvent la mère manifeste le souhait que le père soit présent, son conjoint soit présent à la naissance des enfants. J'ai pu constater que parfois, ça se passe de façon tout à fait harmonique. Je l'ai constaté par exemple chez un jeune couple mais la mère est très autonome, c'est une jeune femme très autonome qui a vécu son accouchement seule, à la maison, euh, et qui, d'ailleurs, dans leur chambre à coucher, ça s'est passé pour les 2 fois dans leur chambre à coucher, et qui, une fois que le passage est en train de se faire, qui réveille son conjoint, et voilà, le père est là pour accueillir l'enfant. Euh, donc j'ai eu des témoignages tout à fait constructifs, et j'ai pu aussi, dans mon accompagnement, voir combien ça avait été vécu de façon harmonique. En parallèle de ça, j'ai pu constater que parfois, les pères répondent à la demande de leur conjointe d'être présent à l'accouchement au détriment de leur propre ressenti, ou de leurs propres appréhensions, ou se donnent et que parfois c'est dommageable, en ce sens que c'est un moment qui n'est pas très bien vécu, qui voilà, dans ses différentes formes, sa forme physique, sa forme émotionnelle, et que le conjoint se fait quand même un devoir d'être là pour répondre à la demande affective de sa compagne. Il n'y a pas de règle. Je pense que c'est à chaque couple de sentir ce qui est juste pour lui. Et dans chaque couple, il y a 2 individus, et que il est important, je pense, que d'une part, la future maman travaille sur son autonomie. C'est-à-dire que souvent, il y a une demande qui, quelque part, traduit un manque d'autonomie. Je veux que tu sois là pour me soutenir, voilà, alors qu'en fait, une femme gestante est tout à fait en mesure de vivre la naissance de son enfant sans la présence du père. Donc, je pense qu'il est important, d'une part, que la mère s'interroge sur l'énergie qui sous-tend sa demande, et est-ce qu'elle se sent suffisamment autonome pour assurer potentiellement, en tous les cas, la naissance de son enfant, potentiellement sans
demander au père de compenser quelque chose, de répondre aussi peut-être à une demande affective qui n'est pas forcément à sa juste place. Donc ça, c'est du registre du rapport à soi. Et de l'autre côté, du père, je pense qu'il est utile aussi, et c'est difficile, d'être le plus à l'écoute possible de est-ce que ça y va en moi et est-ce que ça y va pas. Si ça n'y va pas, est-ce que c'est du registre des appréhensions qu'il est utile de dépasser, ou est-ce qu'il est utile que j'écoute le fait que ça n'y va pas, en fait. Et je pense que certains stress, voire même traumatismes, pourraient être évités. Et dans le cadre d'une famille où il y a plusieurs naissances, il se peut par exemple que le père ne se sente pas une fois d'être présent à la naissance d'un enfant et qu'il s'y sente la fois suivante. Voilà, c'est une histoire de ressenti, c'est une histoire de ressenti individuel de la part des deux partenaires, et c'est une histoire aussi de communication authentique. Alors voilà pour la naissance. Après, naturellement dans la toute petite enfance, c'est-à-dire lié à l'allaitement, le contact physique est très lié à la mère. Culturellement, nous introduisons beaucoup des papas qui sont beaucoup en contact physique avec leurs enfants, qui les changent, voilà. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un bien ou une nécessité à cela? Est-ce qu'il y a une nécessité? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il y a un bien à ça? Certainement. Il y a du soutien en tout cas. Voilà, et certainement. Je n'ai pas de choses vraiment très clairement sur ce sujet-là. J'avais des amis qui évoquaient le fait de garder le contact avec leur enfant qui sinon quelque part était phagocyté. Oui, ça peut aussi rééquilibrer quelque chose. Voilà, j'ai pas d'avis sur la question en fait. J'ai pas d'avis sur la question. Le seul avis que j'ai, c'est que il est utile d'être attentif au fait que le rôle de la mère dans la toute petite enfance est très important. Il est très prenant. Et que quelque part, c'est une fonction à part entière, je dis toujours profession maman, quoi. Donc dans les deux premières années de la vie, quelque part, et c'est pour ça que ça prend pratiquement tout le temps disponible de la mère, et c'est quelque part naturel. Je pense qu'il est juste de ne pas demander au père de prendre une part qui serait la part de la mère. Et il faut y veiller. Par contre, le père a tout à fait sa place en termes de soutien, de présence au foyer, parce que ça prend tellement de temps à la mère, de présence, d'énergie, etc., que sa présence est aussi dans la gestion du foyer. Après, voilà, on est dans une culture qui évolue. De plus en plus de papas ont de relations tendres et charnelles au bébé, et ça a probablement quelque chose de positif. Je n'ai pas de vécu sur lequel fonder mon propos par rapport à ça. Donc, j'ai juste pu observer que parfois, la mère, dans sa dimension de compagne, de femme ou de mère qui est un peu confus à cette période-là, peut avoir une demande déplacée en ce sens qu'elle voudrait que le rôle qui est propre à la mère soit pris par le père. Et là, il faut être vigilant. Je vais introduire une notion peut-être un peu compliquée qui est de séparer la biologie du genre, quelque part. Est-ce que ce serait envisageable que le père remplace complètement la mère, dans le cadre d'une monoparentalité masculine, par exemple? Et énergiquement, est-ce qu'un homme pourrait être capable de remplir ce rôle, ou est-ce qu'il y a un poids de la biologie, tu penses, qui est trop prégnant, que le bébé a besoin de la mère de toute façon, ne serait-ce que pour l'allaitement par exemple? Je pense que ce qui se passe de la même façon que la gestation, il s'agit du rôle nourricier. Le rôle nourricier, il est propre à la constitution féminine. Qu'il s'agisse du rôle nourricier in utero, ou qu'il s'agisse du rôle nourricier après la naissance, quelque part il est inhérent à la nature même de la femme et de sa constitution biologique.
Après, nous avons tellement de transformations par rapport à ça dans les cultures que est-ce qu'un homme peut remplir ce rôle complètement? Non, il ne peut pas remplir ce rôle complètement. Est-ce qu'il peut le remplir suffisamment pour qu'un enfant puisse se structurer? Probablement que oui. Euh, Probablement que oui, mais pas complètement. Parce que ce qui est inhérent à la relation au corps maternel, naturellement. Ouais. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est Brigitte Bardot qui avait choqué à l'époque la France en avouant qu'elle avait eu un garçon qui maintenant a près de 60 ans et qu'elle n'avait pas l'instinct maternel, et qu'elle était paniquée et que je crois même qu'elle a abandonné son fils, ou du moins une partie de sa vie. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as déjà contacté, qui a un sens énergétique peut-être, des femmes qui ne vont être bloquées en fait quelque part dans l'accompagnement de leur enfant dans la toute petite enfance? Alors, je n'ai pas rencontré ce cas de figure dans mes soins. J'ai fait des accompagnements de grossesse, accompagnement à la naissance, accompagnement dans la petite enfance, mais je n'ai pas rencontré, je n'ai pas eu entre les mains, dans le cadre de mon travail, en tous les cas, une femme qui manifeste cette difficulté. Donc, je ne peux pas en témoigner. Je sais qu'elle existe, je sais que voilà, il existe tout un tas d'accompagnements possibles, mais dans le cadre de mon travail, je n'ai pas eu ce cas de figure. Donc, je ne peux pas en témoigner. Alors, le rôle du père, hein, puisque c'était ta question et elle est vraiment très importante, le rôle du père ensuite, passer à partir du moment où l'enfant commence à être, j'ai envie de dire, dans son autonomie de motricité, par exemple, dès qu'il commence à marcher, tout ça, je pense, le rôle du père est fondamental dans le fait de favoriser et d'accompagner l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, dans le fait de sortir du foyer. Oui, voilà, et d'aller à la rencontre du monde extérieur en prenant des risques, en lui faisant confiance, en lui donnant la possibilité à la mesure de sa maturité. Mais je pense que le rôle du père est très important, d'apporter cette ouverture-là. Et là encore, c'est aussi un rôle qui, à l'inverse, peut être pris par la mère. En tout cas, elle peut aider sur ce sujet-là. Mais bien sûr, bien sûr. Maintenant, voilà, le rôle éducatif est pris par les deux, mais quelque part, le rôle du père est fondamental. Autrement dit à partir du moment où l'enfant va à la grande école, en gros, c'est-à-dire au cours préparatoire, la place du père, quelque part, je pense que les enfants ont besoin que ce soit leur père qui les emmène, surtout les garçons d'ailleurs, voilà, que la mère soit moins présente, c'est vrai qu'elle soit plus présente, mais quelque part, la dominance s'inverse en fait. La mère est très présente dans la toute petite enfance et après c'est le père qui prend le relais. Après dans notre mode de vie moderne, il y a bien sûr tout ça est à nuancer et à adapter. Je n'ai pas de solution toute faite, bien évidemment. Est-ce que tu as un avis ou est-ce que tu as déjà contacté l'importance du rôle des grands-parents? La seule chose dont je peux témoigner dans mon travail, ça a été, mais c'est légèrement différent de ta question. Il m'est arrivé de dire à une femme qui avait beaucoup d'attentes, qui avait des attentes à l'égard de sa fille, car elle avait très envie d'être grand-mère, un grand désir d'être grand-mère, d'avoir des petits-enfants, etc. Et donc s'inquiéter dans le chemin de vie de sa fille qui commençait à approcher de la quarantaine et voilà, s'inquiéter de savoir si sa fille allait pas passer à côté d'une sa réalisation de femme dans sa dimension de mère et qu'elle déplorait aussi le fait que si sa fille n'avait pas d'enfant, elle ne serait pas grand-mère, etc. Et j'ai simplement, ça m'arrive de temps en temps de dire, ben voilà, dans nos sociétés,
de rappeler, et donc j'en témoigne en tant que femme aussi, puisque j'ai un parcours de vie dont je reconnais tout son sens, et je ne fais pas partie des femmes qui ont fondé un foyer et qui ont enfanté. Il n'empêche que voilà, ma vie a tout à fait son sens sous la forme qui est le sien, à la fois individuellement et collectivement, et d'avoir donc encouragé cette grand-mère potentielle à l'égard de sa fille, d'accepter d'elle à elle que sa fille pouvait avoir une vie totalement réalisée et qui ait tout son sens sans que ce soit forcément en passant par une maternité. Et donc je l'ai encouragée à faire ce travail d'elle à elle sur son attente d'avoir des petits-enfants et d'elle par rapport à sa fille, mais c'est à l'intérieur d'elle-même en fait, de lui faire confiance sur le fait que si sa fille éventuellement avait un chemin de vie sans enfant, et qu'elle l'encourage aussi dans ses envies de réalisation autres, justement, et non pas de faire l'inverse en disant mais ma fille, peut-être que, est-ce que tu n'es pas en train de passer à côté, mais de l'encourager et de lui faire confiance en fait dans ses ressentis. Donc c'est légèrement différent, mais c'était une grand-mère potentielle. Bah, je crois qu'on a fait le tour de cette thématique-là. Ok, Voilà, merci Caroline. voilà, à bientôt.